تفضل Salam السؤال. alaikum, salam alaikum, Monsieur Djibril. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation pour ces journées, en fait, ces soirées débat plutôt. Alors, bienvenue dans le cadre en fait de de cette rencontre qui porte donc sur l'intelligence artificielle et son impact économique. Donc, je rappelle à notre auditoire que vous êtes consultant en transformation digitale. On vous demandera donc d'abord dans un premier temps donc de euh, nous rappeler très brièvement un peu votre parcours professionnel et puis on va donc lancer donc le séminaire donc de cette rencontre. Et après, donc, on interviendra pour vous poser quelques questions d'approfondissement ou quelques précisions donc pour débattre donc de ce sujet qui est donc d'importance cruciale. Alors, Parfait. très bien. Donc, je souhaite en fait juste rappeler à notre auditoire donc un peu donc la thématique donc de cette rencontre qui porte donc sur donc l'intelligence artificielle et son impact économique. Donc, je rappelle que en fait, ce sujet est d'une importance majeure vu en fait les transformations profondes que nous vivons en tant que citoyens, que nous vivons en société, mais également un peu les transformations qui en fait qu'occasionne l'IA sur nos économies. Donc je rappelle en fait que l'intelligence artificielle offre aujourd'hui, je dirais, des perspectives inédites d'optimisation des processus, d'amélioration de la productivité et de création en fait j'allais dire, de nouveaux modèles économiques. Et au-delà en fait de cet impact sur la rapidité, l'automatisation de certaines tâches, l'intelligence artificielle aujourd'hui permet en fait une meilleure compréhension de certaines de données, notamment les données quantitatives, mais surtout elle favorise, je dirais, l'innovation dans différents secteurs d'activité. Euh, on verra donc à travers cet échange les différentes manifestations des innovations qui s'opèrent sur le plan, sur les différents secteurs économiques. Je rappelle aussi que cette technologie, elle offre aussi des challenges également. Elle soulève aussi des défis, notamment en matière d'éthique, de régulation, mais surtout également de formation, des enjeux de formation et de compétences et d'impact sur les emplois. Donc, le sujet en fait que nous traitons est d'une importance capitale, donc il soulève plusieurs questions. Et donc, c'est aujourd'hui donc l'occasion de débattre donc de cette question avec donc notre invité qui est donc un spécialiste de la transformation digitale. Donc à vous la parole, Monsieur Djibril, pour un bref rappel de votre parcours professionnel. Et puis donc également, je vous laisse également la parole pour lancer ce séminaire et commencer pour entamer votre présentation. À vous la parole, Monsieur Djibril. Merci beaucoup, Monsieur Hattabou. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis toujours très honoré de participer aux événements que vous organisez. Je pense que vous traitez des sujets qui sont des sujets très importants. J'ai eu le plaisir de participer il y a 2 mois à une conférence, un séminaire sur la digitalisation des produits en finance islamique. Et là, aujourd'hui, j'ai proposé ce sujet-là qui est l'intelligence artificielle, enjeux et opportunités pour les économies. Alors, moi, je suis avant tout de formation initiale en informatique dans le numérique. Donc, ça fait plus de 21 ans que je travaille dans le numérique où je justement contribue au lancement de différents projets de digitalisation en Europe, dans le Moyen-Orient, en Afrique aussi. Et donc, je suis un passionné des nouvelles technologies
Et je pense que j'ai également un côté assez, on va dire, entrepreneurial, dans le sens où on a aujourd'hui besoin de sensibiliser sur les défis auxquels on va devoir faire face. Alors, j'ai fait à peu près quasiment une formation initiale en école d'ingénieur. J'ai complété ma formation avec, on va dire, un MBA à l'IAE de Nancy en France. J'ai ensuite continué mon apprentissage des sciences islamiques aussi avec un master en civilisation musulmane et également au centre de recherche sur l'islam. Donc voilà, j'ai vraiment une double casquette. Mais là, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est vraiment le sujet de l'intelligence artificielle parce que je passe mes journées à en discuter avec beaucoup de clients, que ce soit des gouvernements, des grandes entreprises. C'est aujourd'hui un sujet au centre de toutes les discussions. Et aujourd'hui, on pourra voir à travers cette présentation pourquoi aujourd'hui, tous les jeunes qui nous écoutent, mais également toutes les personnes qui ont cet intérêt à comprendre de quoi sera fait l'avenir, à prendre au sérieux ce thème de l'intelligence artificielle parce que ça va bouleverser beaucoup de choses dans la société, ça va bouleverser beaucoup de choses dans les économies. Voilà, donc en bref, un peu ma présentation. Alors, j'ai une présentation avec des slides, donc je ne sais pas si je peux partager mon écran dès à présent. Tout à fait, voilà. Vous êtes cordialement invité donc à partager vos slides. Très bien. Alors, on aura à peu près 45 minutes de slides pour vraiment essayer de couvrir l'essentiel du sujet et on pourra ensuite passer aux questions-réponses et également un échange avec vous, Monsieur Anna, si vous le voulez bien, parce Bien que je sûr. pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Mais l'objectif de cette présentation, c'est vraiment aussi d'avoir une couverture assez large de tous les domaines économiques qui seront impactés par l'intelligence artificielle. Dans une logique de développement, dans une logique d'innovation, on verra que à travers les différents domaines qu'on va couvrir, l'intelligence artificielle va jouer un rôle crucial et un rôle réformateur. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de domaines de la société. Et lorsqu'on parle d'économie, on parle souvent de macroéconomie, qui est aujourd'hui l'étude des différentes tendances qui régissent l'économie mondiale. On parle beaucoup d'emploi. Lorsqu'on parle d'économie, on parle aussi beaucoup de la santé, de l'éducation, de l'énergie. Donc, ce sont des sujets cruciaux qui impactent toutes les économies du monde. Et vous verrez que dans les débats aujourd'hui, aussi bien au niveau du G7, du G20, que dans les plus grands sommets aujourd'hui, on va tourner autour de ces sujets-là. Le réchauffement climatique, l'impact de l'IA sur les sociétés, la création d'emplois. Donc on va essayer de couvrir ces sujets-là de façon à un peu comprendre les enjeux et également les défis qui se présentent aux États et la nécessité vraiment d'engager des réformes profondes dans les sociétés. Alors, d'abord, lorsqu'on parle d'IA, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, c'est un terme qui est utilisé, qui est parfois compris différemment, mais en réalité, on peut le résumer à la capacité conférée par les humains aux machines de mémoriser, d'apprendre sur la base de l'expérience, de penser, d'inventer, de parler, de juger, de décider. Pourquoi? Parce que il y a déjà à peu près une dizaine d'années, on faisait de l'intelligence artificielle. Il y a une vingtaine d'années, on faisait de l'intelligence artificielle. Il y a une trentaine d'années, on faisait de l'intelligence artificielle. Et on verra qu'à travers le rythme de l'innovation, l'IA devient de plus en plus performante en fonction de la puissance des machines. Et on le verra par la suite. Donc, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses que l'on fait de façon très manuelle. Et l'enjeu aujourd'hui est de dire, étant donné qu'on a des machines qui sont de plus en plus puissantes, qui en réalité permettent de pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, eh bien, ce sont ces machines-là qui vont nous aider
à être plus productifs dans la société. Et elle est là l'idée de l'IA. Alors, c'est un sujet qui à la base est un sujet scientifique, qui à la base est le résultat de plusieurs années de recherche. On a des termes qu'on va entendre assez souvent, la robotique. Donc, les robots existent depuis très longtemps. Hein. On verra que, par exemple, dans des pays comme le Japon, toute l'industrie a été réformée grâce aux robots, avec des chaînes de production de voitures qui ont été complètement transformées avec la robotisation des tâches. On a également ce qu'on appelle le deep learning, hein, c'est-à-dire que cette capacité aux machines de pouvoir apprendre progressivement d'un certain nombre d'informations qui leur sont communiquées et de pouvoir s'inspirer de ces informations pour proposer des décisions adéquates. Et on verra l'impact du deep learning dans le domaine de la santé. On va également parler de ce qu'on appelle le natural language processing, donc c'est-à-dire le traitement du langage naturel. Et ça, on va dire, c'est une des dernières révolutions qui, depuis 2022, est en train de bouleverser complètement l'écosystème économique à travers l'IA générative. Parce que l'IA générative, et j'imagine beaucoup de ceux qui nous écoutent sont aujourd'hui familiers avec tous ces outils d'IA générative qu'on voit, donc que ce soit le chat GPT, Copilot, et on le verra par la suite. C'est grâce à la compréhension du langage naturel par la machine que l'on va pouvoir justement prendre des décisions et communiquer à une machine comme si on communiquait à un être humain. Et c'est très révolutionnaire. Alors, un petit historique hein, de l'IA. On est aujourd'hui à 70 ans de progrès. Hein. Donc, on a ce T0 où Alan Turing avait créé justement ce qu'on appelle la fameuse machine de Turing, et on parle de 1950. Et à cette époque-là, c'était vraiment les prémices hein, de la machine où on essayait justement d'expérimenter un certain nombre d'algorithmes pour permettre aux machines d'interpréter des commandes. Donc les choses ont évolué et John McCarthy, en 1956, est le premier justement à avoir évoqué ce terme d'intelligence artificielle, en anglais Artificial Intelligence. Et donc on voit qu'à travers les décennies, les choses ont évolué avec des choses qui nous sont beaucoup plus familières, comme le fameux Siri de l'iPhone hein, dans les années 2010, qui a également été une belle révolution, où on arrive à directement parler à son téléphone en lui donnant des instructions. Ensuite, Amazon a fait pareil avec Alexa, en ayant des assistants virtuels qui comprennent ce que l'on dit avec des simples instructions vocales et qui derrière vont exécuter des tâches dans la maison et peut-être même au niveau de certaines industries. Et là, on a eu on va dire, ce tsunami de l'IA générative qui est arrivé en 2022 avec ChatGPT et qui commence vraiment à repenser tout le rapport de l'homme à la machine. Hein. Autant jusqu'en 2022, on était très concentré sur des instructions très techniques qu'on donnait aux machines pour pouvoir exécuter des tâches. Aujourd'hui, on arrive avec un langage naturel compréhensible dans différentes langues à demander aux machines de faire des choses et de le faire de façon très efficace. Donc, on est vraiment à une époque d'une vraie révolution industrielle. Alors, est-ce que c'est la 4e ou certains disent même la 5e? Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de bouleverser l'économie de façon générale. Alors, ce qu'aujourd'hui les économistes projettent, c'est qu'il y a tellement de domaines à explorer dans l'IA, il y a aujourd'hui énormément d'investissements qui se font. Et donc 2025, hein, on y est presque, il y aura à peu près 202 milliards d'investissements au niveau de l'IA avec des applications qui vont faire beaucoup de choses. Et on le voit déjà. On le voit déjà comment l'IA, dans certains domaines, est en train de changer beaucoup de choses. On le verra beaucoup dans le domaine de la relation client, où aujourd'hui on a des chatbots qui arrivent à faire un certain nombre d'actions, alors qu'avant on avait des agents qui étaient derrière pour le faire. On le verra. Et ça va croître. En 2028, on estime qu'il va y avoir des investissements jusqu'à 632 milliards. Pourquoi? Parce que on est
en face d'enjeux de développement, d'enjeux de compétitivité entre les États et d'enjeux aussi de géopolitique entre les pays. Hein. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une guerre ouverte entre la Chine et les États-Unis sur la course à celui qui va pouvoir développer le plus rapidement des modèles d'intelligence artificielle. Donc on est vraiment en présence d'une vraie course à l'innovation avec l'IA. Alors, lorsqu'on parle d'enjeux et d'impact macroéconomique, on voit à travers cette étude de PricewaterhouseCoopers qu'il y a aujourd'hui clairement un impact sur le PIB que l'IA aura dans les différentes parties du monde. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a les États-Unis et la Chine qui aujourd'hui investissent énormément pour développer des solutions d'IA, pour remplacer un certain nombre de choses au niveau de l'économie, de les automatiser, de gagner en productivité dans l'éducation, dans la santé. Et ça, forcément, ça a un impact sur le PIB parce qu'il y a clairement un avantage qui va être fait à travers tous ces nouveaux outils-là. Alors, ce qui me déçoit le plus dans ce schéma-là, c'est qu'on voit qu'il n'y a quasiment pas de données sur l'Afrique. Hein? Il n'y a pas de données sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que on va dire que le leadership africain n'a pas encore pris conscience de l'importance de ce domaine-là au niveau de l'économie. D'où l'importance de ce type de séminaire de sensibilisation pour qu'aujourd'hui les leaders africains prennent conscience. Et quand je dis africains, je parle de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, qu'il y a aujourd'hui un enjeu de compétitivité, un enjeu de développement à investir dans l'IA, dans une IA éthique, bien évidemment, qui va pouvoir générer un pourcentage de développement au niveau du PIB, au niveau de l'éducation, de la santé. Donc, ce schéma, je pense qu'il est assez édifiant sur la course aujourd'hui qui est engagée à l'innovation et à l'IA. Alors, lorsqu'on parle dans le monde de la tech, on va voir à travers ces quelques slides que tous les géants de la tech aujourd'hui sont en train d'innover au niveau de l'IA. Donc, vous avez Apple hein, qui aujourd'hui a lancé récemment ce qu'on appelle le Apple Intelligence, donc IA, et qui aujourd'hui mise beaucoup sur cette capacité du téléphone à pouvoir faire énormément de tâches uniquement à travers des instructions vocales. Vous avez Google qui a également investi donc depuis très longtemps, qui est aujourd'hui un pionnier sur la partie IA avec le moteur de recherche, mais aujourd'hui maintenant avec l'IA générative, vous avez également des outils qui vont permettre justement d'améliorer la recherche et même de faire une recherche par défaut vocale. Vous avez Samsung qui est également un des géants au niveau mobile qui mise sur le Galaxy AI, qui a fait une campagne très agressive de marketing autour des fonctionnalités d'IA de son téléphone Samsung Galaxy. Et vous avez ce nouvel entrant qui est Nvidia, qui est historiquement un producteur de semi-conducteurs pour les ordinateurs, destinés aux jeux vidéo, mais qui depuis bientôt 3 ans a lancé une innovation en créant justement un certain nombre de puces qui permettent d'exécuter tout ce qui est modèle d'IA. Et ça a été assez impressionnant comment cette innovation a eu un impact sur la croissance de cette entreprise. Son action a quasiment triplé, voire quadruplé en quelques mois, parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu d'avoir une performance pour tout ce qui est modèle d'IA générative. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, vous avez des modèles qui s'exécutent. Et ces modèles-là, ils vont s'exécuter sur des processeurs et parfois sur des puces. Et plus ces puces sont performantes, plus ces puces vont pouvoir justement faire des calculs plus performants. Et donc, ce nouvel acteur-là,
Il est en train également de bouleverser les lignes parce qu'il se positionne aujourd'hui en leader, alors qu'historiquement, il était sur un marché relativement petit qui était le marché du jeu vidéo. Et là, aujourd'hui, on rentre dans un marché sur lequel tous les, on va dire, producteurs d'appareils électroniques sont intéressés. Donc, on a pareil Huawei, qui est également un des acteurs hein, au niveau de la Chine, qui fait pareil et qui concurrence justement Nvidia. Je montre tout ça pour montrer qu'aujourd'hui, tous les grands de la tech sont en train d'investir de façon très agressive sur la recherche et le développement en termes de fonctionnalités d'IA avec tout ce qu'on appelle les LLM, donc les Large Language Models. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, vous avez ChatGPT qui a justement lancé un peu cette course en 2022. Et aujourd'hui, même Windows propose à travers donc, son moteur de recherche cette fonctionnalité. Donc, tous ces exemples que je vous ai donnés, c'était pour montrer un peu comment l'IA est aujourd'hui au centre de toutes les discussions. Alors, on va maintenant comprendre, on a vu que tous ces acteurs-là se sont positionnés. Il y a aujourd'hui une technologie qui est avérée, une technologie qui a un domaine d'application extrêmement large au niveau de la société. Donc, on peut essayer de voir les opportunités économiques. Clairement, lorsqu'on parle d'économie, il y a la création d'emplois qui est aujourd'hui un des indicateurs clés lorsqu'il s'agit de mesurer la santé d'une économie. D'accord? Alors, ce qu'on va voir avec l'IA, c'est que il y a énormément de métiers qui vont pouvoir être remplacés par des machines et également il y a de nouveaux emplois qui vont être créés. D'accord? Donc ça met en exergue une réalité, c'est qu'il y a des emplois qui vont être progressivement supprimés. Il va y avoir de nouveaux emplois qui vont être créés, mais il va y avoir un besoin de formation et de reconversion d'un certain nombre de métiers. Et il est là le défi qui va être posé dans la plupart des États, c'est comment pouvoir gérer cette transition-là. Alors, pour vous montrer un peu et comment chiffrer justement ce marché-là de l'IA, aujourd'hui, lorsqu'on parle de ChatGPT, lorsqu'il a été lancé en 2022, en espace de 2 mois, et ça c'est un record, aucun des grands de la tech l'a fait, en l'espace de 2 mois, ils ont atteint 1 milliard de visites. C'est-à-dire que vous avez quasiment plus de 1/8 de la population mondiale qui a utilisé leur outil. C'est énorme. D'accord? Donc ça a généré une course à l'utilisation de cette technologie, qui est la technologie d'IA générative. Et aujourd'hui, en 2026, on estime à 900 milliards hein, l'impact de cette technologie sur l'économie mondiale en termes de revenus. Et en 2030, on est à peu près 5 ans de 2030, 6 ans, eh bien, on estime à 15,7 trillions le montant de l'impact et de la contribution de l'IA sur l'économie mondiale. C'est énorme. Et donc, c'est là où il y a des enjeux économiques, géopolitiques, de compétitivité, de s'approprier cette technologie et de former en interne, quel que soit le pays, un pool de compétences qui va pouvoir justement utiliser cette technologie au service de l'économie. Donc, sur le plan macroéconomique, qu'est-ce que ça suppose? Et M. Abatou en a parlé au début, et il y a clairement le défi de la productivité. D'accord? Donc, lorsque on a aujourd'hui des machines qui peuvent faire les tâches que faisaient les êtres humains, forcément, on n'a plus besoin d'employer autant de personnes dans une entreprise. Lorsque ces machines sont performantes, elles peuvent parfois faire le travail mieux que les êtres humains. D'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de croissance économique, c'est un facteur. Et on en a parlé dans l'industrie automobile, où aujourd'hui, vous avez encore, en fait, dans les grandes usines de fabrication de voitures, à 70%,
ce que faisaient des êtres humains il y a à peu près une trentaine d'années dans la chaîne de fabrication d'une voiture, aujourd'hui à 80% c'est fait par des robots. Et vous allez avoir 20% de personnes qui vont gérer. Et donc, lorsqu'on prend ce petit exemple-là, qui a révolutionné l'industrie automobile, eh bien, dites-vous que dans toutes les industries et dans tous les métiers, on va avoir des transformations similaires. Alors, ce que je disais tout à l'heure, et je pense que ce schéma-là, je l'ai remis ici parce que c'est pour vous dire que tous les États aujourd'hui sont en train d'investir énormément dans la recherche et développement pour remplacer un certain nombre de métiers par des machines et éventuellement reconvertir certains emplois en de nouveaux emplois. Et dans ce schéma-là, ce qu'on va voir, c'est surtout quelles sont les industries qui seront le plus impactées et dont la productivité sera la plus accrue avec l'intelligence artificielle. On a ici deux industries. La première, c'est l'industrie du support technique, notamment de tout ce qui est support sur des problématiques d'utilisation. Et donc là, vous le voyez, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent des chatbots où lorsque vous avez un problème, plutôt que d'attendre qu'une personne soit disponible pour vous répondre, le chatbot va déjà prendre en main votre question et vous restituer un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de résoudre votre problème technique. Donc, c'est un gain de productivité énorme parce qu'avant, c'était des choses qui étaient faites par des agents qui devaient reprendre votre question, aller faire leur recherche dans une base de connaissances et vous donner une réponse. Aujourd'hui, c'est remplacé par des chatbots. D'accord? Vous avez également l'industrie de la production, donc c'est ce que je parlais tout à l'heure à travers les usines, où on va pouvoir maintenant avoir non seulement des robots, mais au-delà des robots, d'avoir des machines intelligentes qui vont réguler la production en fonction de la demande. Ça veut dire qu'on n'est plus uniquement dans le fait d'utiliser l'IA pour faire des activités, on est également utiliser l'intelligence de la machine pour justement décider quand est-ce qu'on doit produire et quand est-ce qu'on doit ralentir la production. Ça, c'est des tâches qui avant étaient faites par des êtres humains. Aujourd'hui, avec la puissance des modèles, la machine va pouvoir dire, on a une forte demande sur le marché, on va augmenter la production, on va augmenter les commandes au niveau de nos partenaires, et tout ça va être autorégulé. Donc, on voit là que clairement, c'est un game changer dans l'économie. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'emploi? Alors, forcément, il y a un certain nombre d'emplois qui sont à risque, et je pense que un des exemples que l'on voit sous nos yeux, qui est en train aujourd'hui d'être expérimenté à grande échelle aux États-Unis, c'est par exemple les voitures autonomes. Qui auraient imaginé que des voitures vont pouvoir rouler toutes seules sans qu'il y ait de chauffeur à l'intérieur. Donc aujourd'hui, vous allez dans la ville de San Francisco, vous avez quasiment 100 000 taxis autonomes qui sont là et qui sont disponibles pour tout le monde et qui peuvent vous ramener d'un point A dans un point B sans qu'il y ait un seul chauffeur. Cela veut dire que dans quelques années, quasiment toute l'industrie de la logistique va être perturbée parce que, par exemple, vous avez énormément de chauffeurs de camions qui sont en charge de pouvoir déplacer des produits d'un endroit A à un endroit B. Eh bien, ces métiers-là, si demain on arrive à avoir des camions qui peuvent eux-mêmes rouler, on aura probablement beaucoup moins de chauffeurs de camions. Pareil pour la livraison. D'accord? Donc, clairement, sur le plan de tout ce qui est métier où il y a des tâches répétitives, on va forcément avoir des changements profonds. Maintenant, ça va nécessiter également un certain nombre de nouveaux métiers. Parce que la partie éthique et conformité, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui des sujets nouveaux. Comment gérer l'éthique dans l'intelligence artificielle? Comment également apprendre à la machine de faire ce que l'on veut qu'elle fasse?
Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle les data labelers, les générateurs de contenu pilotés par l'IA. Donc, toutes ces machines-là, il va falloir leur enseigner ce qu'elles doivent faire. Et pour cela, hein, il va falloir avoir de nouveaux métiers qui vont naître. Et ça commence déjà avec énormément de formations autour de l'IA qui sont en train de naître. Donc, les emplois hautement qualifiés sont les plus exposés au progrès de l'ingénierie artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, l'IA, et c'est ce qui est en train d'être développé aujourd'hui, c'est-à-dire que les machines vont pouvoir apprendre à prendre des décisions comme les ingénieurs et les managers prennent les décisions. Et ça veut dire que on va avoir de moins en moins de métiers où le processus de décision est quelque chose qu'on peut prédire. À l'inverse, tous les métiers de manœuvre, d'agents, sont des métiers qui seront moins impactés parce qu'il faudra quand même toujours avoir des gens pour pouvoir aller et faire des choses sur le terrain. Mais ça, c'est une projection de l'OCDE, hein, donc c'est vraiment au niveau de l'Union européenne que cette étude, elle a été faite. Alors, ce qui ressort aussi de ces études, c'est qu'aujourd'hui, on a un quart de l'emploi actuel dans le monde pourrait être automatisé par l'IA. En tout cas, dans certains pays, à l'horizon 2050. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à automatiser un quart des activités de production par des machines, forcément, vous allez générer un gain de productivité que vous allez pouvoir redéployer et qui aura un impact clair sur le PIB du pays. Et donc, d'où l'importance de prendre au sérieux cette nouvelle technologie et que les États doivent justement investir énormément dans la formation, dans la recherche et le développement et dans le fait de mettre en place des agences adéquates. Donc ensuite, on a le secteur de la santé. Alors là, c'est un secteur, je pense que tout le monde comprendra pourquoi l'IA peut avoir un impact sociétal très fort. La santé, c'est quand même l'un des éléments les plus fondamentaux dans une société, que les gens puissent vivre longtemps en bonne santé. Et l'une des valeurs que l'IA va rapporter à l'industrie de la santé, c'est la capacité à diagnostiquer le plus tôt possible un certain nombre de pathologies. On le voit déjà au niveau de la radiologie, on le voit également au niveau du diagnostic du cancer, qui est aujourd'hui une maladie qui fait beaucoup de ravages, mais qui, grâce à l'IA, on va pouvoir justement diagnostiquer, grâce à la combinaison du machine learning et des big data, le fait que certains patients, ils sont plus ou moins, on va dire, à risque, ou que certains patients, on peut détecter très tôt les cancers et les traiter assez rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, de façon plus générale, la médecine prédictive, c'est-à-dire qu'une médecine qui va pouvoir justement se baser sur les millions de données de patients anonymisées qu'on a pour pouvoir faire des préconisations. Alors, on a également le domaine de l'éducation. Alors, aujourd'hui, le domaine de l'éducation, c'est un domaine qui, à mon sens, est un domaine où l'IA peut s'adapter au niveau de l'étudiant pour lui proposer, et c'est ce qu'on appelle le système d'apprentissage adaptatif, pour lui proposer une méthode d'apprentissage qui s'adapte à ses lacunes. Et il y a aujourd'hui une expérimentation qui a été faite au Amarillo College aux États-Unis, où ils ont pris deux groupes d'étudiants, où un groupe d'étudiants a suivi un enseignement conventionnel et un autre a suivi un enseignement qui a été, on va dire, géré par une machine qui a proposé au niveau des cours de maths un certain nombre d'exercices additionnels aux étudiants et ils sont arrivés à la conclusion que les étudiants qui avaient justement suivi un système d'apprentissage adaptatif avec l'IA ont eu 20% de taux de réussite en plus que les autres. Alors, c'est trop tôt pour faire des conclusions,
mais c'était une expérimentation qui a fait ses preuves. Et donc, la même chose s'applique au niveau de la formation professionnelle. Lorsque vous devez former énormément d'employés dans certaines technologies, l'IA peut permettre d'accélérer cette formation-là et leur permettre d'être productifs beaucoup plus rapidement qu'en suivant un système de formation classique. Donc, il y a actuellement énormément d'expérimentations qui sont en train d'être faites dans ce domaine-là, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est en face d'une nouvelle technologie qui va aider les universités, les établissements d'enseignement supérieur à se s'outiller pour pouvoir améliorer la réussite et la productivité des étudiants et des élèves. Donc, dans l'enseignement, vous allez pouvoir personnaliser l'apprentissage, donc proposer les exercices adaptés en fonction des lacunes que l'étudiant aura fait dans les exercices. Donc, tout ça, c'est l'IA qui va le gérer. Ça va également permettre la gestion des emplois du temps, parce que ça aussi, c'est un casse-tête pour beaucoup d'enseignants dans les universités, dans les collèges, en fonction des disponibilités. Donc, on a été un certain nombre de choses qui avant étaient limitées à l'intelligence humaine va pouvoir maintenant être délégué à justement la machine et il va bien évidemment avoir nécessité de pouvoir le contrôler avec forcément des personnes qui ont cette capacité à pouvoir gérer ça. Et ça, c'est des métiers aussi qui vont devoir naître. Donc maintenant, on va parler, je pense, d'un autre sujet, qui est le sujet du climat. Hein. Et encore une fois, ce sont des études qui le prouvent, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est une réalité. On voit aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que l'on ait des dérèglements climatiques qui font des ravages. Et une bonne partie de cela aussi est liée à comment on optimise aussi l'utilisation des énergies renouvelables. Et les nouveaux systèmes d'IA qui sont en train d'être développés, ils ont pour vocation de pouvoir réguler l'utilisation de l'énergie renouvelable à l'inverse et essayer de réduire toutes les autres sources d'énergie fossile. Donc, c'est également un gain de productivité parce qu'on va pouvoir, dans des continents comme l'Afrique, où on a entre 250 et 300 jours de soleil, si on arrive à avoir une source d'énergie renouvelable qui peut être utilisée en temps réel, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui avec des sources principalement fossiles, on verra bien que ça va quand même être très utile aux pays africains parce que le soleil est présent quasiment une bonne partie de l'année. D'accord? Pareil au niveau de l'agriculture, il y a un certain nombre de choses que l'IA pourra faire. Donc, ce que je suis en train de présenter là, ce sont des expérimentations qui, dans certaines parties du monde, ont déjà montré leurs fruits. Alors, on a également la formation professionnelle. Tout à l'heure, j'en avais parlé un peu, mais je pense que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a de nouvelles compétences techniques qui vont devoir naître. Lorsque l'on parle d'IA, on a montré beaucoup de domaines, mais la machine, il faut la former. Eh bien, ces formateurs de machines, ce sont des nouveaux métiers qui vont devoir naître et on aura besoin de plus de formateurs de machines. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que la compétence technique qui n'existe pas aujourd'hui et qui est aujourd'hui uniquement limitée à un nombre restreint d'ingénieurs et de chercheurs, eh bien, cette compétence technique-là, il va falloir maintenant l'industrialiser au niveau où, dans chaque industrie, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui seront en mesure de donner aux machines les bonnes instructions pour exécuter les différents processus et limiter la nécessité d'avoir des personnes qui sont présentes en permanence. Un exemple très concret, peut-être que vous l'avez vu, hein, dans beaucoup de pays aujourd'hui, vous avez encore, au niveau des péages, des caissiers qui sont là pour encaisser le ticket de paiement. Eh bien, aujourd'hui, vous avez d'autres pays dans le monde où il n'y a plus une seule personne qui est caissière dans un péage. Tout est automatisé. D'accord? Ça, on l'a vu, on a vu cette transformation-là. Donc, eh bien,
à cette petite échelle de l'exemple du péage, ben, vous allez avoir. Sauf que ce péage-là, pour qu'il puisse comprendre quel est le tarif pour chaque voiture en fonction de la distance, ben, il va falloir avoir des compétences non, qui vont pouvoir le gérer. D'accord? Donc, on a parlé de beaucoup de sujets. C'est très positif, c'est très encourageant. Mais on va dire que l'IA aujourd'hui, c'est pas uniquement quelque chose où on n'a pas de zone d'ombre. Bien au contraire, autant le positif l'emporte sur le négatif, il y a quand même de grands défis auxquels on va devoir faire face dans les prochaines années, qu'on va voir dans ce chapitre-là, qui est avant tout l'éthique. Le sujet de l'éthique, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire que quelle est la place de la machine dans la société? Quelle est la place de l'interaction entre les êtres humains dans la société? Est-ce que l'on souhaite avoir une société où les machines prennent le dessus sur les êtres humains et qu'on a très peu d'interaction avec les êtres humains, tout se fait avec les machines? Ou est-ce que on essaie de trouver un juste milieu? Donc, il y a vraiment cet aspect sociétal. Ensuite, il y a l'aspect de la cybersécurité. Parce que autant une machine, elle peut faire des choses très positives pour aider à être productif, autant les machines font des choses parfois qui peuvent détruire des systèmes. On le voit souvent avec des hackers qui utilisent des machines pour faire des sabotages. D'accord? Donc, le sujet de la cybersécurité, c'est également un sujet qui est un sujet clé auquel les États vont devoir faire face parce qu'aujourd'hui, il y a une criminalité dans l'Internet qui est là pour pouvoir détruire ce que d'autres ont pu y construire. Alors ensuite, lorsqu'on se projette dans une logique macroéconomique, c'est que pour pouvoir justement bénéficier des avantages de l'IA, il va falloir mener des politiques de l'emploi où on peut permettre à des personnes de se former et de pouvoir justement répondre à la demande de nouveaux emplois nécessaires dans l'IA. Et c'est là la responsabilité des États de pouvoir mettre en place des politiques de formation pour pouvoir identifier dans les différents domaines de la société les types de nouveaux métiers et de pouvoir justement encourager le lancement de types de formation. Et enfin, le dernier point, et je pense que c'est pas le plus anodin, c'est la coopération internationale entre les États. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde très ouvert et il est nécessaire justement qu'il y ait une régulation entre les différentes parties du monde où qu'est-ce que l'IA peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Qu'est-ce que l'on autorise à faire avec une machine et qu'est-ce que l'on n'autorise pas à faire. C'est un peu comme la loi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé, mais il y a quand même un droit international. Eh bien, ce droit international, il doit devoir être appliqué à l'IA aussi. Alors, on pourrait citer beaucoup d'autres défis, mais je pense que là, on est en face de 4 défis majeurs auxquels les États vont devoir faire face dans les prochaines années et qui vont justement permettre de pouvoir utiliser l'IA de façon à avoir un impact très productif sur les économies. Alors, je vais finir avec ce dernier schéma, qui est une étude aussi de PwC sur l'évolution de l'impact de l'IA d'ici 2030. On va dire, la partie qui va le plus impacter les économies, c'est le gain de productivité. D'accord? C'est-à-dire que 55% du PIB sera généré par un gain de productivité grâce à l'IA. Et ça, c'est à l'échelle globale. On a des pays du monde qui sont bien évidemment beaucoup plus en avance que d'autres. Mais s'il y a une chose que l'IA va permettre de faire, c'est vraiment d'améliorer la productivité des individus dans différents types de métiers. D'accord? Ensuite, on a forcément d'autres aspects qui sont liés à l'expérience des utilisateurs, le fait de leur faciliter un certain nombre de tâches du quotidien. Et on le voit déjà avec nos téléphones, on arrive à faire beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à faire une dizaine d'années. Et ça va continuer. Mais
Tout ça montre aussi que pour atteindre ces gains de productivité, il y a des investissements qui sont nécessaires et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Alors, en résumé, hein, l'intelligence artificielle, elle offre des opportunités sans précédent pour les économies. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, il y a une course effrénée entre les différents blocs du monde sur l'investissement pour permettre à avoir des machines qui vont permettre de gagner en productivité. Mais il y a également une nécessité très forte de réguler aujourd'hui l'IA. Parce que, en réalité, euh, comme dans toute société, il faut des forces de l'ordre, il faut des autorités. Parce que s'il n'y a pas les forces de l'ordre, il n'y a pas des autorités, ben, les méchants vont prendre le dessus sur les gentils. Et forcément, il faut une formation adaptée. Aujourd'hui, il y a énormément de choses à mettre en place en termes de formation, en termes de nouvelles compétences, en termes de cursus pour les nouvelles générations qui arrivent, hein. Aujourd'hui, les métiers de l'IA, il y en a beaucoup qui vont émerger, mais est-ce qu'on a assez de formation pour préparer justement ces nouveaux métiers? Ça, c'est une question que les États vont devoir justement s'approprier et essayer de mettre en place des politiques en ce sens-là. Voilà, c'était un peu l'essentiel. J'ai essayé de couvrir l'essentiel des sujets. Euh, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses et puis surtout échanger sur le contenu. Très bien. Merci, monsieur donc Givril. Merci beaucoup donc pour cette présentation très riche qui donc dresse en fait un aperçu panoramique et une vision, je dirais, globale sur effectivement l'impact de l'IA sur effectivement c'est un impact en fait, c'est un bilan un peu, je dirais, un aperçu socio-économique. Donc effectivement, ça montre un peu l'impact donc, de l'IA sur les différents secteurs économiques, mais également l'impact sociétal, en effet. Merci beaucoup, donc c'est très riche, hein. Donc, suite en fait à cette présentation, donc j'ai une batterie de questions, toute une question en fait concernant en fait justement l'intelligence artificielle. Euh, Personnellement, en tant que professeur en sciences de gestion et en tant qu'enseignant surtout, et en tant que chercheur aussi, on est très impacté par cette nouvelle technologie ou je parlerai même de nouveaux paradigmes technologiques. Comme vous l'avez bien cité, effectivement, c'est une vraie révolution. Parce que effectivement, ça va impacter très profondément, effectivement, les modèles économiques, je dirais les rapports sociaux aussi. Et bien évidemment, aussi, il faut se doter, comme vous l'avez très bien résumé, il y a des enjeux de gouvernance, de régulation, de formation, de sensibilisation et d'accompagnement, hein. Donc c'est très bien résumé. Euh, donc j'ai en fait personnellement une batterie de questions, mais je verrai aussi au niveau de l'auditoire, donc s'il y a des questions. Alors en attendant en fait que la demande de prise de parole pour des questions. J'aurais en fait une première question en tant que gestionnaire, en tant que chercheur en sciences de gestion. Monsieur Gibril, aujourd'hui, d'après votre expérience, quelle est la perception générale des dirigeants d'entreprise que vous avez eu l'occasion de rencontrer envers l'IA, envers l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils la voient davantage comme une opportunité ou comme une menace pour leur activité, d'après un peu votre expérience? Alors, effectivement, on est actuellement dans une phase où beaucoup... Après, tout dépend hein, des entreprises, parce qu'on a des entreprises de différentes tailles. Mais on va dire, pour les grandes entreprises, les dirigeants ont dépassé le stade du questionnement. Aujourd'hui, ils en sont au stade du comment mettre en œuvre, comment utiliser la technologie au service de la croissance de l'entreprise. Donc aujourd'hui, le stade du questionnement de se dire, est-ce que je fais l'IA? Aujourd'hui, il y a un, euh, un jargon qui est utilisé dans le monde de l'IA, c'est use AI or die.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est un facteur différenciant de compétitivité qui va faire la différence entre les acteurs du marché. Et quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, aujourd'hui, sans l'intelligence artificielle, on ne pourra pas être dans une logique d'égal à égal avec les autres entreprises qui l'utilisent. Parce que forcément, on va pouvoir réduire sa masse salariale. On va forcément pouvoir optimiser la chaîne de production. On va pouvoir justement rationaliser un certain nombre d'éléments stratégiques dans la politique de l'entreprise. Donc aujourd'hui, l'IA est au centre de la stratégie d'entreprise. Et chaque dirigeant aujourd'hui, et beaucoup de dirigeants sont d'ailleurs en train de se former, parce que on pensait à la base que c'était un sujet technique réservé aux informaticiens. Aujourd'hui, tous les dirigeants avec qui on discute, et je ne dis pas seulement les dirigeants, je parle également des États, parce que on voit bien que on parle aujourd'hui d'une technologie qui a un impact sociétal très fort. Et donc, même les États, aujourd'hui, ont compris qu'ils ont besoin de s'approprier ces compétences pour pouvoir aider le citoyen, pour pouvoir aider l'économie, pour pouvoir aider la société. Très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, en fait, est-ce que l'enjeu de l'intégration de l'IA vous semble beaucoup plus, en fait, un enjeu financier, ça veut dire qu'il faut des moyens financiers, ou est-ce que c'est un enjeu technique? Alors, c'est Qu'est-ce que une vous en excellente pensez? question. C'est une excellente question parce que le débat est aujourd'hui en train de se poser. Lorsqu'on parle de l'IA, on a cette notion de entraîner les modèles. Donc, ce qu'on appelle euh, training the model. L'intelligence artificielle, toute seule, elle ne peut rien faire. Elle a besoin qu'on lui apprenne ce qu'elle doit faire. Et ça a un coût. Donc, pour pouvoir justement entraîner un modèle, il faut investir dans des machines avec énormément de données. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont en train de faire. Il y a également une course à l'ouverture de centres de données, ce qu'on appelle les data centers. Et ces data centers-là, c'est un investissement qui a un impact forcément économique en termes d'investissement. Mais derrière, il y a un débat sur se dire, est-ce que cet investissement va rapporter un retour sur investissement à moyen terme? Donc, dans certaines industries, clairement, le débat n'est pas présent. Dans d'autres, le débat est présent. Est-ce qu'on a la capacité à investir autant et qu'est-ce que ça va nous rapporter? Donc, c'est pas toujours clair en fonction des industries. Exactement, oui. Donc effectivement, c'est très lié au contexte Oui. et effectivement à la capacité aussi managériale à gérer ce projet. On a une question de Monsieur Rachid Ourlis. Monsieur Rachid Ourlis, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. À vous la parole. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors, premièrement, je vous remercie beaucoup, monsieur Anas, pour cette gestion de ce webinaire. Je vous remercie, monsieur Djibril, aussi pour ces informations qui sont très importantes, qui sont riches. Ma question, c'est-à-dire, moi, comme étudiant en finance islamique, alors je crois que l'AI ou bien la technologie artificielle m'a beaucoup aidé, surtout sur le plan de l'économie du temps, l'analyse de quelques, c'est-à-dire fichiers, de quelques, c'est-à-dire euh, quelques livres, c'est-à-dire au terme de finances. Mais ma question, c'est, est-ce que vous avez la crainte, monsieur Djibril, la crainte de la perte du contrôle, c'est-à-dire la perte du contrôle de ces machines, c'est-à-dire ces machines avec les formes d'innovation qui vont, c'est-à-dire se passer au futur, est-ce que vous n'avez pas cette crainte de perdre le contrôle sur ces machines et c'est-à-dire ne pas avoir c'est-à-dire le contrôle sur c'est-à-dire cette technologie? Merci. Oui, merci, Monsieur Rachid. Oui, je pense un peu pour reformuler peut-être un peu la question. Est-ce qu'effectivement ces robots ne vont pas en fait dépasser un jour peut-être un peu l'intelligence humaine et puis se retrouver dans une situation, je dirais, hors de contrôle. Donc, c'est un peu une vision, un peu, c'est une question prospective.
je Oui, pense. oui, je pense que la question a le mérite d'être posée et c'est une question qui est posée dans la plupart des sociétés, c'est-à-dire quelle est la place de la machine dans la société par rapport au rapport humain, hein? Quelle est la place des interactions humaines dans la société, dans une configuration aujourd'hui, on apprend de plus en plus de choses aux machines et qu'est-ce qu'à terme, elles vont pas prendre le dessus sur nous. Alors, pour moi, je pense qu'il y a un juste milieu, hein, il y a un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut quand même étudier au cas par cas, domaine par domaine. Lorsqu'on prend par exemple le domaine de la santé, qui est un domaine vital dans une société, pour moi, ce que la machine peut apporter à l'humain en termes de prévention de maladies chroniques, en termes de diagnostic précoce d'une maladie possible, en termes même de traitement curatif, là, la question ne se pose pas. Au contraire, on a envie vraiment de profiter de ces machines-là. Maintenant, il y a d'autres industries où là, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant. C'est vis-à-vis des réseaux sociaux, typiquement. Aujourd'hui, on laisse beaucoup de machines gérer des interactions, notamment avec les jeunes. On a eu des faits divers où, par exemple, vous avez des chatbots qui sont censés remplacer des amis et vous avez parfois eu des enfants qui sont arrivés à se suicider parce que tout simplement les chatbots leur ont donné des paroles. Alors, c'est aujourd'hui un sujet qui fait défaire la chronique aux États-Unis parce qu'il y a des procès, parce que tout simplement, il y a des machines qui ont remplacé un aspect émotionnel d'un enfant et derrière, il n'a pas pu justement gérer ces émotions-là et en arriver à faire le pire. Donc, moi, je suis d'avis de dire à chaque fois que l'on décide de mettre en place un système d'intelligence artificielle, il faut prendre le temps nécessaire d'évaluer tous les aspects éthiques et tous les impacts que cela peut avoir. Et ne pas juste faire confiance aveuglément à la machine en disant c'est une machine et on peut lui faire confiance. Donc, je pense qu'il y a un travail. Et aujourd'hui, c'est là où aussi je dis que c'est de nouveaux métiers qui vont devoir émerger, des métiers de responsables de conformité, des métiers de gens, de psychologues qui ont cette compétence de pouvoir comprendre jusqu'où la machine on peut lui faire confiance et où est-ce qu'on doit vraiment garder le contrôle. Parce que le risque, il est présent et ça, on peut pas le nier, on l'a vu. Voilà, donc c'est clairement en fait un enjeu de gouvernance, comme vous l'avez effectivement si bien cité, c'est un enjeu de régulation, effectivement, et de limite, effectivement, ou de cadrage, effectivement, imposé effectivement à cette technologie. Euh, Justement, tout dépendra effectivement de, je dirais, de la réactivité de nos gouvernements, effectivement, vis-à-vis, et puis aussi un peu de l'efficacité, je dirais, parce que je pense que aujourd'hui, les travaux, je dirais, le travail de régulation ne se fait plus en fait d'une manière unilatérale, mais il se fait beaucoup plus en construction avec les différentes parties prenantes. Et je pense en fait que c'est en fonction non pas uniquement de la qualité ou de la, je dirais, du travail du gouvernement, mais aussi en fait un engagement aussi de la société civile et ses différentes parties prenantes pour s'engager effectivement dans ce travail de régulation. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont plus ni les compétences, effectivement, ni tous les moyens pour assurer unilatéralement en fait ce travail de régulation. Je pense qu'un engagement aussi de la société civile et de ces différents acteurs est fondamental pour participer et accélérer justement ce processus de régulation. Tout à fait. Euh, alors, en fait, j'aurais aussi d'autres questions. Euh, Quels sont en fait je dirais, pour les économies en développement, pour nos économies africaines en particulier, est-ce qu'il y a des freins spécifiques que les dirigeants mentionnent face à l'adoption de l'IA, euh, ou en fait, et par rapport en fait aux attentes des dirigeants envers le soutien des pouvoirs publics, est-ce que
Est-ce que les entrepreneurs africains, les dirigeants africains en particulier, est-ce qu'ils ont des attentes dans ce sens-là, en termes de Alors, soutien moi, de... je pense que la question, c'est une question aussi qui euh, pose quelle est la vision des dirigeants africains par rapport à l'Afrique de demain. Alors, aujourd'hui, les démographes estiment que l'Afrique, dans sa globalité, elle est à 1,2 milliard d'habitants plus ou moins, et qu'en 2050, on sera environ à 2 milliards. Donc vous avez théoriquement 800 millions d'Africains en plus, donc 2 milliards d'Africains qui d'ici là vont devoir suivre une formation, vont devoir également avoir des soins. Et la problématique est, est-ce qu'aujourd'hui, l'investissement que l'on met en place pour ces nouvelles populations, pour ces nouvelles générations-là, où sont les priorités? Où est-ce qu'on doit investir en priorité? Et je l'ai mentionné dans la présentation, je pense que quelle que soit la société, la santé et l'éducation sont deux domaines fondamentaux pour assurer une prospérité à moyen et long terme. Et donc aujourd'hui, dans cet investissement pour l'éducation, pour la santé, l'IA peut contribuer à justement accélérer l'efficacité des soins de santé. L'IA peut contribuer à améliorer les systèmes d'apprentissage des nouvelles générations à travers des systèmes adaptatifs, à travers le e-learning, à travers des plateformes qui permettent de suivre aussi l'avancement des enfants et améliorer justement les besoins de soutien, parce que souvent, parfois aussi, il y a un besoin de mentorat en fonction du niveau de l'enfant. Donc pour moi, c'est un investissement qui est nécessaire, mais dans une logique plus globale de croissance économique, en mettant au centre de tout cela des fonctions fondamentales qui sont fournir des soins de santé de très haute qualité aux citoyens, offrir une éducation de base et une éducation supérieure aux différents membres de la société. Donc pour moi, tous les États africains doivent justement le prendre en compte. Et regarder ce que font les autres blocs. Quand je dis les autres blocs, je parle des États-Unis, je parle de la Chine, je parle de l'Union européenne. Dans tous ces blocs, aujourd'hui, on voit qu'il y a aujourd'hui des politiques de démocratisation de l'utilisation de l'IA dans les différents domaines de la société. Et donc, pour répondre à la question, euh, il y a bien évidemment un retard, et ça, on ne peut pas le nier, on l'a bien vu tout à l'heure dans le schéma. Il y a très peu de visibilité sur les différentes politiques et différents investissements qui sont faits pour l'utilisation de l'IA dans les pays africains, mais ce n'est pas trop tard. Il y a la possibilité justement de rattraper ce retard à partir du moment où on a une bonne gouvernance, on a un bon leadership. Merci beaucoup. En fait, je ne sais pas en fait s'il y a parmi nous en fait des dirigeants ou des entrepreneurs, mais en fait il y a une interrogation récurrente sur en fait aujourd'hui les phases, hein. Si vous pouvez en fait en tant que consultant, est-ce que vous en fait pouvez expliquer en des termes simples les différentes phases, je dirais, pour entamer ou pour s'engager dans cette transformation digitale et en particulier dans la voie de l'IA, parce qu'en fait il y a des étapes en fait à suivre. Bon, je pense que les étapes, elles sont très liées à deux aspects. Le coût, donc, qui est qu'est-ce qu'aujourd'hui l'État ou la société doit payer pour pouvoir accomplir cette tâche, et l'opportunité d'automatiser cette tâche et forcément le retour sur investissement qu'elle peut gagner dans un délai de 5-10 ans. Et c'est comme ça que les dirigeants fonctionnent. Quel est aujourd'hui euh, euh, le gain de productivité et le gain économique que je peux avoir à automatiser une tâche? Parce que forcément, on ne va pas investir dans l'automatisation d'une tâche qui ne rapporte pas forcément un gain économique. Je veux dire que, voilà. Et ça, c'est un travail, donc nous aujourd'hui dans le conseil, c'est ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec des entreprises, hein, on essaie vraiment d'identifier
dans la chaîne de valeur, quels sont les goulots d'étranglement où il y a énormément de dépenses, énormément de ressources, et quelles sont les opportunités d'innovation, les opportunités technologiques qui sont offertes à ces dirigeants pour réduire considérablement leurs coûts. Donc c'est un peu ce travail que Oui. nous fait lorsqu'on travaille avec des dirigeants, c'est quels sont vos coûts aujourd'hui, quelles sont les ressources que vous employez. Eh bien, en mettant en place telle solution de digitalisation, vous pouvez réduire vos coûts de 20-30%, voire même 40%, et vous pouvez réinjecter ces 40% d'économie dans d'autres domaines qui pourront vous rapporter un avantage compétitif par rapport à vos concurrents. Donc voilà, c'est une logique économique, mais Oui, également c'est ça. une logique Oui. d'intelligence économique. Oui. Question en fait, c'est une question effectivement une équation en fait à résoudre coût-valeur, effectivement. Euh, En fait aussi, aujourd'hui, en fait, quel est le profil aujourd'hui des consultants ou des entreprises, des entreprises informatiques qui peuvent en fait intervenir justement pour accompagner l'entreprise dans cette transformation, ou bien dans cette intégration de l'IA. Aujourd'hui, les profils des consultants ou des intervenants. Alors, c'est une très bonne question parce que aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de transition. Bon, j'exclus le fait que l'IA toute seule n'est pas la panacée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle vraiment de la transformation digitale dans sa globalité. L'IA en fait partie parce que c'est quand même un paradigme qui est assez important, qui permet de pouvoir faire beaucoup de choses par la machine, mais de façon générale, que ce soit pour les grandes entreprises ou pour les États, il y a un besoin fort de digitaliser l'économie pour gagner en croissance, pour gagner en productivité. Pourquoi? Parce que, tout ce qui est fait de façon manuelle est beaucoup plus lent que tout ce qui est fait de façon automatique. Euh, on voit aujourd'hui cette digitalisation s'accélérer dans le monde de la finance avec ce qu'on appelle les fintech, hein, qui aujourd'hui permettent aux citoyens de faire beaucoup de tâches qu'elles faisaient avant de façon manuelle, qu'elles peuvent faire aujourd'hui avec leur smartphone. Et ça a été accéléré par d'une part euh, la performance des téléphones mobiles, qui sont aujourd'hui très rapides, qui permettent d'accéder à Internet, par le haut débit, d'accord? Et tout ça, ce sont des investissements qui ont été faits par les États. Mais aujourd'hui, quel que soit l'État dont on parle, il y a une corrélation forte entre le niveau de digitalisation et le niveau de croissance économique. Il est aujourd'hui impensable qu'un État puisse définir une stratégie de croissance économique sans intégrer la digitalisation dans tous les domaines de la société. Et ça commence par les citoyens qui ont énormément de tâches administratives à faire et qu'aujourd'hui, grâce à la digitalisation, ces citoyens peuvent faire énormément de tâches uniquement avec leur smartphone. Donc, sur d'autres industries, c'est pareil. Avec le téléphone mobile, on peut faire énormément de choses qui avant on pouvait le faire qu'en se déplaçant. Très bien. En fait, une question en fait qui m'interpelle, moi en tant qu'enseignant universitaire en sciences de gestion, aujourd'hui en fait, comment orienter aujourd'hui, par exemple, dans mon établissement à l'université Radayad, en fait, on a, je dirais, deux masters, un master en marketing et intelligence artificielle, et puis un autre master aussi en RH, en gestion des ressources humaines et transformation digitale. Aujourd'hui, je me demande en fait quelques conseils pour orienter. Aujourd'hui, c'est le contenu des programmes de formation. En fait, on a établi bien évidemment tout un ensemble en fait de modules. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Quelles compétences spécifiques faut-il viser chez les étudiants en management, justement en rapport avec justement la problématique de l'IA?
Alors, effectivement, je pense qu'une des compétences clés, et nous aujourd'hui, dans le domaine de la transformation digitale, on le voit, c'est en réalité comprendre l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que centrer la conception de toute solution au niveau de l'expérience utilisateur, l'expérience du citoyen. Que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la conception de nouvelles applications, que ce soit dans la conception de nouveaux produits, il faut centrer l'humain dans la conception. Et donc, on parle de marketing digital, on parle d'intelligence artificielle. Dans tous ces domaines-là, et moi je vous le dis parce qu'on est en plein dedans, l'une des choses qu'on discute avant tout, c'est quelles sont les attentes de l'utilisateur final, quelles sont les attentes du citoyen, qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Et cette expérience utilisateur-là, elle a un lien très fort avec l'adoption des solutions qui vont être déployées. Lorsque vous déployez une solution digitale et que l'expérience utilisateur elle est médiocre, vous pouvez être sûr que vos utilisateurs ne reviendront pas. La plupart des succès que vous voyez aujourd'hui au niveau des applications digitales, c'est parce qu'il y a eu un travail très très soigné de compréhension du besoin de l'utilisateur et de mise en place d'une solution adaptée à ce besoin-là. Souvent, vous avez des entrepreneurs ou même des entreprises qui ne prennent pas le temps de comprendre leurs utilisateurs ou de comprendre leurs citoyens. Et c'est un temps nécessaire, indispensable. Et c'est justement en prenant le temps de se rapprocher des utilisateurs finaux, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs difficultés, qu'on pourra justement, en collaboration avec les autres compétences techniques, concevoir une solution qui va être bien accueillie, bien reçue et utilisée à grande échelle. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est un terme qui s'appelle le design thinking. Hein, c'est un terme qui est utilisé aujourd'hui dans le monde de la conception de systèmes. Euh, et c'est d'intégrer vraiment le design thinking dans toutes les formations. Euh, Ils appellent ça également conception centrée sur l'humain. Prendre le temps de comprendre l'humain. Et ça fait appel à aussi également beaucoup de compétences connexes, hein, aux compétences techniques. Donc, il y a de la psychologie, il y a des compétences techniques de conception d'interface utilisateur. Et également, il y a des compétences de compréhension des technologies, qu'est-ce qu'elles permettent de faire. Aujourd'hui, la technologie évolue de façon très rapide. En 6 mois, vous avez de nouvelles technologies qui émergent, qui permettent de faire des choses plus rapidement qu'on le faisait 6 mois en avance. Donc, il y a également une veille technologique qui est nécessaire. Mais sur le plan académique, je pense que c'est quand même important d'intégrer aujourd'hui tout ce qui est compétences autour du Oui, design thinking. oui. Merci beaucoup. En fait, est-ce que c'est aujourd'hui, en fait, pour justement revenir à la question du déploiement de ce type de technologie, euh, est-ce que vous conseillez en fait de recruter ou plutôt de former en interne ou de recruter en interne en fait des développeurs, des profils ou des spécialistes IA, ou est-ce qu'il est peut-être plus intéressant de faire appel à des startups IA, ou est-ce qu'en fait est-ce qu'il y a des modèles collaboratifs entre entreprises et startups IA Alors en fait, réussis, des modèles réussis, oui. ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est quand même en présence d'une innovation et on en est au premier balbutiement dans le sens où euh, des experts en IA, on n'en a pas beaucoup, il y a un manque de ressources sur le marché et même de façon plus générale, pour tout ce qui est transformation digitale, il y a un manque criant de ressources formées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui s'ouvrent. Vous avez en France l'IA School, hein, l'école de l'intelligence artificielle qui a ouvert il y a 2 ans, parce qu'on est en train d'anticiper un besoin de nouvelles compétences.
Donc, et c'est là où je dis que les États doivent justement prendre de l'avance en essayant justement d'anticiper ce manque de ressources-là. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est très beau, mais derrière, il faut préparer justement le marché pour que, au-delà de la technologie, que l'on ait un certain nombre de ressources formées qui pourront justement innover, faire preuve de créativité et justement apporter de nouveaux produits et services sur le marché là. Donc, pour répondre à la question initiale, est-ce qu'il faut faire appel à des experts ou à des startups? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trop le choix parce que c'est des compétences qui ne courent pas les rues. Vous avez très peu de gens qui peuvent se vanter d'avoir une très bonne expérience en IA. Et ça, il faut le combler en mettant des programmes, de grands programmes de formation, en recrutant donc forcément des ressources formées, mais pour former et ouvrir des filières dans les écoles d'ingénieurs, dans les masters, pour pouvoir justement absorber cette demande et cette nécessité de contribuer à l'économie avec des bonnes compétences. Je crois que vous êtes en mieux. Oui. Voilà. J'avais une question sur, en fait, euh, pour la question, en fait, de la phase de déploiement, est-ce qu'en fait, est-ce qu'il y a des types d'indicateurs de performance qui sont utiles pour évaluer les résultats d'un projet d'IA, en fait, au-delà bien évidemment de la question du ROI, du retour sur investissement, parce qu'en fait, il y a des indicateurs particuliers, plus opérationnels Alors, je à mettre pense en place. qu'un des indicateurs, généralement, lorsque l'on lance une nouvelle application informatique digitale, l'un des premiers indicateurs, c'est le niveau d'adoption des utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs l'utilisent? Est-ce qu'il y a du bouche à oreille? Et j'ai donné l'exemple de ChatGPT qui a été lancé en novembre 2022. Fin décembre 2022, il y avait 1 milliard de visites. Donc ça montre que le produit répond à un besoin. Oui. Donc, quelle que soit l'application informatique que vous lancez, l'un des indicateurs de performance, c'est le niveau d'adoption des utilisateurs finaux. Parce que lorsqu'un utilisateur est content d'une application, il va le dire à une autre personne, qui elle-même va le dire à une autre personne, et c'est comme ça que du bouche à oreille, ça va se propager. À l'échelle de l'entreprise, lorsque vous lancez une nouvelle application pour un groupe d'utilisateurs, vous allez avoir différentes catégories d'utilisateurs. Mais si vous avez plus de détracteurs que d'adopteurs, vous allez finir par vous rendre compte que votre application n'est pas bien conçue, elle ne répond pas aux besoins. Donc, je dirais l'un des indicateurs, c'est le niveau d'adoption. Est-ce que les utilisateurs eux-mêmes sont contents de l'utiliser? Et à l'échelle d'un pays, c'est pareil, hein. Lorsqu'on lance des applications mobiles, c'est un peu ce qu'on utilise comme indicateur de performance. D'où Merci. la nécessité, comme je disais, de donner une importance particulière à En fait, l'expérience. d'utilisation, tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, en fait, ça explique pourquoi, effectivement, une grande partie, en fait, la recherche, surtout la recherche gestionnaire ou la recherche managériale en technologie d'information, en fait, c'est beaucoup concentré justement sur la problématique de l'acceptation et sur la problématique de l'adoption et de la problématique de la résistance aux technologies, effectivement, aux technologies d'information. Donc ça confirme effectivement justement votre point de vue sur effectivement l'aspect critique justement de l'acceptation de la technologie. Tout à fait. Euh, mais en fait, j'ai une question également, encore liée également à la question du déploiement. Est-ce que vous voyez davantage, vous préconisez davantage un engagement progressif, hein, l'intégration progressive en matière de d'IA, et donc pour favoriser justement, prendre un peu donc le temps d'absorber, d'apprendre, ou est-ce que vous préconisez en fait je dirais une approche plus radicale, plus rapide, justement en matière d'intégration d'IA, d'après un peu votre expérience? Alors, généralement, lorsque nous, on conseille nos clients,
ou les États, on essaie toujours d'insister sur un aspect très important, c'est qu'il y a trois éléments à prendre en compte qui sont des facteurs de succès de tout déploiement informatique ou digital. Le premier élément, c'est la technologie. D'accord? Donc la technologie, forcément, si c'est une technologie disruptive qui peut permettre de faire des choses plus rapidement aujourd'hui qu'on le faisait avant, c'est quelque chose qui va aider. Mais la technologie toute seule n'aide pas. Le deuxième élément, c'est l'aspect humain et les compétences. C'est-à-dire qu'il va falloir former les utilisateurs, il va falloir leur fournir les éléments dont ils ont besoin pour utiliser cette technologie, pour également innover avec cette technologie. Et le troisième élément, c'est l'aspect, on va dire, processus et méthodologie. C'est-à-dire que la technologie, c'est une chose, les compétences sont une autre chose. Comment justement mettre en place la gouvernance et la méthodologie pour utiliser la technologie comme il se doit avec les bonnes ressources, c'est ces trois éléments-là qui seront les facteurs clés de succès de toute initiative de transformation digitale. Et ça, c'est valable aussi bien à l'échelle d'une petite entreprise que d'un État, parce que c'est juste du bon sens qui fait que souvent, on a un effet euphorique. Lorsqu'une nouvelle technologie, elle sort, on pense que la technologie toute seule va pouvoir ramener monts et merveilles, alors que si elle n'est pas couplée avec la formation des individus, avec la mise en place de méthodologies, d'une gouvernance assez rigoureuse, eh bien, on a souvent des déceptions. Et on le voit chez certains de nos clients qui parfois, voilà, ils se lancent dans des projets sans justement donner le temps nécessaire à former les personnes et également à mettre en place la gouvernance nécessaire. Merci beaucoup. Euh, euh, je dirais dans la phase de maintenance, en fait, quelles pratiques de suivi sont nécessaires justement pour garantir la performance continue des systèmes IA, notamment face à cette évolution en fait des données et des besoins de l'organisation, au niveau de la phase de maintenance. Quelles pratiques de suivi sont nécessaires? Là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'on parle de l'IA, il y a des éléments techniques qui alimentent l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, vous avez les données, donc, qui sont généralement des données historisées. Alors, vous avez deux approches, hein. Vous avez des approches où on va se baser sur ce qu'on appelle le big data. On a pu euh, collecter des millions, voire des milliards de jeux de données dans le passé. Et on va demander à l'algorithme d'intelligence artificielle de se baser sur ces données-là pour proposer des actions. Vous avez une autre approche ce qu'on appelle les modèles adaptatifs, où là, le modèle, il va apprendre au fil de l'utilisation. Il ne va pas se baser sur des données historisées. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, le jargon, c'est que les données sont ce que le pétrole était avant. D'accord? Donc, aujourd'hui, les données, c'est ce qui permet à tout système d'intelligence artificielle de fonctionner de façon efficace. Donc, la qualité des données, elle est importante. Dans tout système, il y a nécessité de tester la qualité des données. Et ce sont ce type de compétences aujourd'hui qui vont être nécessaires sur le marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle des data scientists, donc des personnes qui ont la possibilité de pouvoir consulter des jeux de données, voir leur qualité en termes de jeux de données, pouvoir les mettre à disposition des systèmes d'IA et que ces systèmes d'IA puissent les utiliser dans l'exécution de leur modèle. Donc il y a un aspect un peu technique dans la réponse, mais pour résumer, c'est que il faut des données de très bonne qualité pour pouvoir assurer la performance des systèmes. Oui. Donc là, l'enjeu, c'est l'enjeu beaucoup plus de qualité de la donnée, effectivement, et
de la base de données. Aujourd'hui, en fait, une question en fait récurrente chez les managers qui souhaitent suivre en fait une formation sur l'IA. Aujourd'hui, en fait, quels sont, je dirais un programme de formation d'un dirigeant en rapport avec l'IA, euh, que devrait connaître, d'une manière un peu plus précise, que devrait connaître en fait un manager, dirigeant qui souhaite en fait intégrer, superviser des projets d'IA bien évidemment, ou en tout cas intégrer l'IA également dans l'organisation. Je dirais quelles sont un peu, je dirais, euh, les bases techniques, les bases techniques qui devraient être intégrées dans un programme de formation dédié en fait aux dirigeants et aux managers. Ouais. Alors, moi, je pense que en fait, il y a euh, un aspect généraliste sur le plan de fonctionnement de l'IA qui est nécessaire d'avoir. Donc, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, je pense qu'il est bien pour un dirigeant de comprendre les b.a.-ba. Hein. Donc, qu'est-ce que un modèle de données? Qu'est-ce que un modèle large de langage? Parce que ça, ce sont des choses qui sont au centre, hein, du fonctionnement de l'IA. Comprendre aussi quels sont les types d'IA, parce qu'en fait, l'IA, c'est pas juste une seule IA. Vous avez l'IA classique, analytique, vous avez aujourd'hui l'IA générative. C'est deux fonctionnements différents. Et donc, comprendre à minima ces concepts-là, je pense que c'est très important. L'IA générative, elle a la particularité de justement utiliser le langage naturel. Et c'est pour ça que ça a eu une forte adoption, c'est-à-dire que aujourd'hui, la machine, on arrive à comprendre un texte rédigé en français, en arabe, en allemand, en espagnol, et à vous répondre avec une réponse sensée. Et donc, cette IA-là, c'est cette IA-là qui a également eu un impact très révolutionnaire depuis 2 ans. C'est parce qu'avant, on n'avait pas atteint ce niveau de maturité-là, où l'intelligence artificielle était en mesure de comprendre de façon précise le langage naturel. Et aujourd'hui, on est en train d'évoluer encore avec des modèles encore plus performants. On parle de super intelligence artificielle, où on se projette à des niveaux de QI de l'être humain. Donc, il y a de la recherche et développement. Mais pour moi, je pense qu'un dirigeant d'entreprise qui veut vraiment s'approprier l'IA doit d'abord, dans un premier temps, comprendre les bases du fonctionnement de l'IA, sans rentrer forcément dans les détails techniques. Ensuite, comprendre les enjeux économiques de l'IA. Donc, on en a parlé un peu dans la présentation. Voir un peu ce qui se fait, hein, ailleurs, parce que on est dans un monde globalisé et il y a une accélération de l'adoption de nouvelles solutions. Donc, déjà, essayer de comprendre dans d'autres pays, et ça, je pense que c'est une partie d'intelligence économique, de comprendre comment d'autres industries, d'autres pays s'approprient cela. Donc, déjà, en croisant ces deux types de compétences-là, en les enrichissant avec, on va dire, d'autres compétences beaucoup plus, on va dire, orientées sur le métier même, parce que dans chaque métier, il y a une spécificité de est-ce que aujourd'hui, il y a un certain nombre de tâches qui peuvent être automatisées. Donc, comprendre un peu le métier, comprendre un peu la part nécessaire d'automatisation versus la part d'intelligence humaine nécessaire. Donc, je pense que ces trois choses-là vont permettre à un bon dirigeant de pouvoir profiter un peu de cette nouvelle vague. Merci beaucoup. J'aurais également une question en fait sur en fait comment les écoles de management peuvent-elles intégrer des cas d'usage d'IA concrets dans le programme pour les étudiants et pour sensibiliser aux applications pratiques de l'IA dans les divers secteurs. Oui, après, je pense que ça revient à la question précédente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles de management, il y a une part aussi d'innovation. Hein. Souvent,
On a des étudiants qui sont en école de management qui ont eux-mêmes des projets d'entrepreneuriat en essayant justement d'innover. Et aujourd'hui, il y a un besoin, et si je parle du continent africain, de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat en essayant d'expérimenter un certain nombre de cas d'usage dans la société. D'accord? C'est ce qui se fait en Europe, c'est ce qui se fait dans la plupart des pays, c'est-à-dire qu'on donne aux étudiants les moyens de pouvoir s'approprier de nouvelles choses et de présenter à leurs enseignants un certain nombre de cas d'usage. Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on est en phase d'une révolution. Et il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans la société. L'IA, c'est ce qu'on appelle une General Purpose Technology, c'est-à-dire c'est une technologie que l'on peut appliquer dans tous les domaines de la société. Parce que l'intelligence, elle est avant tout humaine. Donc si l'intelligence humaine a pu mettre en place un certain nombre de choses dans la société, il faut maintenant évaluer quelle est la part d'intelligence machine qui peut remplacer cette intelligence humaine et quelle est la part d'intelligence humaine qui doit rester en contrôle de cette intelligence machine. Et moi, je pense que rien qu'en mettant cette base-là, les étudiants ont une grande latitude de pouvoir innover avec des nouveaux projets. Parce qu'on est vraiment dans une phase où la technologie IA n'est pas encore atteint à son paroxysme, à son niveau de maturité. Je vous donne, il y a eu des vagues technologiques qu'on a vues ces 30 dernières années. Moi, en tant qu'étudiant, en tant que lycéen, on n'avait quasiment pas, à l'époque, d'ordinateur personnel, d'accord? Donc, il y a eu vraiment une première vague où l'ordinateur allez, on va dire, entre 90 et 2000 s'est démocratisé et est devenu aujourd'hui à un niveau de maturité où c'est devenu un outil indispensable dans le cadre des études. Ensuite, à partir de 2010, les téléphones portables normaux ont été inventés avec une, on va dire, accélération de l'adoption. À partir de 2010, on a vu l'iPhone ainsi que tous les smartphones. Et aujourd'hui, on est en train de voir l'IA avec les outils d'intelligence générative commencer et dans 5-10 ans, ça va être quelque chose de devenu aussi normal que le smartphone. Donc, c'est cette expérimentation-là que les étudiants, à mon sens, doivent justement prendre les devants et essayer d'innover. Merci. J'avais en fait une question sur le risque, mais en fait, je viens d'abord de recevoir en fait des questions de la part en fait de l'assistance qui voilà. Il y a une question sur le danger de l'intelligence artificielle pour la main-d'œuvre, en particulier dans les pays en développement. Je pense que vous avez répondu en fait en partie à cette question, mais peut-être un peu pour l'auditoire. Peut-être un approfondissement de cette question sur le danger de l'intelligence artificielle pour la main-d'œuvre. Je pense que c'est la problématique du remplacement et la question de l'adaptation de la main-d'œuvre, justement, euh, Alors, face en fait à l'IA. Moi, ça me rappelle, si vous me permettez, ça me rappelle un peu donc un peu la problématique du low cost, du modèle low cost pour les entreprises et la société ou les sociétés occidentales devant un peu le redéploiement industriel vers les pays asiatiques, les pays low cost. La réponse a été de se recentrer sur les métiers à forte valeur ajoutée, sur les métiers de la conception en particulier. Et je pense peut-être un peu la réponse à cet enjeu de l'IA pour la main-d'œuvre. Je pense un peu, il faut retravailler les requalifications, mais je vous laisse en fait approfondir cette Alors, réflexion. je le vois sous deux angles là. Et il y a le premier angle, c'est l'angle de l'employabilité de la population. Aujourd'hui, en fonction du taux de chômage dans un pays, il y a nécessité de trouver des emplois, parce que les emplois, c'est aussi générateur de croissance. Donc lorsqu'un pays a des taux de chômage de 20-30%, il faut trouver des solutions pour diminuer ce taux-là. Et donc, il y a dans
certains pays où on peut vraiment proposer un certain nombre d'emplois qui sont des emplois à nécessitant une haute qualification, mais tout dépend du niveau d'éducation et du niveau de formation. Donc, il y a des personnes qui ne pourront pas faire d'autres emplois que ceux qui sont liés à leur qualification. Donc, dans une logique de développement, moi, je vois ça de façon holistique, c'est-à-dire que il faut une politique de formation depuis la base, une politique de euh, promotion de l'innovation avec des entreprises qui vont pouvoir embaucher ces nouvelles personnes qui sortent de formation, et derrière, prendre le temps de voir dans la société quelles sont les tâches dans l'immédiat que l'IA peut remplacer. Ça ne pourra pas se faire de façon brusque. Je pense qu'il y a quand même un délai générationnel pour que les États puissent s'approprier correctement l'IA, et ça va prendre du temps. Mais c'est avant tout de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut que derrière, les dirigeants prennent les décisions, mettent en place les politiques en termes d'éducation, en termes de promotion de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de faciliter les entreprises pour absorber justement cette main-d'œuvre-là. On ne pourra pas du jour au lendemain dire on va supprimer comme ça. Et l'exemple du péage est assez édifiant. Il y a dans certains pays, l'exemple du péage, l'exemple des pompistes, c'est des pays où on ne peut pas les supprimer du jour au lendemain. Hein, vous voyez, dans certains pays d'Afrique, vous avez encore dans chaque péage une personne qui est là pour prendre de l'argent. Ça, c'est une tâche très manuelle, très répétitive qui peut être faite par une machine. Vous avez encore des pompistes qui sont là pour vous servir l'essence. Mais ça, oui, c'est des tâches qui peuvent être également automatisées. Vous voyez? Mais on ne pourra pas le faire du jour au lendemain parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, on n'a pas forcément d'autres endroits pour les replacer. Donc, il y a un travail, je pense, très local de prendre l'intelligence du contexte du pays et de définir une politique de développement qui soit progressive et qui permette justement de réduire le taux de chômage tout en essayant de permettre d'innover et d'augmenter la productivité. C'est pas simple. Oui, tout à fait. Il y a une question en fait, le rallye, El Rallye. Oui. En fait, je ne sais pas en fait si c'est un homme ou une femme. El Rallye qui a demandé la parole. El Rallye, Shell. El Rallye. Vous pouvez intervenir. El Rallye, vous pouvez activer votre micro pour intervenir. Mais en fait, peut-être en attendant que la participation, l'intervention de El Rallye, en fait, en matière d'éthique et de confidentialité plus particulièrement, ce qui est en fait qui est une question fondamentale. D'après vous, quel aspect de l'éthique de l'IA devrait faire partie des enseignements pour former en fait des décideurs responsables? Alors après, je pense que aujourd'hui, on parle beaucoup d'ESG. Alors, c'est un peu des critères, et je pense que en tant que vous êtes très familier avec tout ce qui est critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Oui. Donc, il y a un bon sens, il y a un bon sens qui est aujourd'hui défini hein, à travers les institutions internationales et que la plupart des entreprises essaient aujourd'hui d'adhérer à ce bon sens-là à travers les critères ESG. Donc, en termes de protection de l'environnement, en termes d'impact social, en termes de gouvernance. Maintenant, pour moi, chaque chef d'entreprise doit déjà être au fait de ces critères-là. Parce que c'est des critères de bon sens où la plupart aujourd'hui des pays du monde se sont mis d'accord. Maintenant, en fonction des contextes, vous pourrez rajouter d'autres critères qui sont beaucoup plus spécifiques. Mais à la base, les critères ESG, c'est des critères qui
mettent un peu tout le monde d'accord. On est aujourd'hui dans une crise écologique et il y a nécessité à ce que chaque entreprise euh, donne sa part dans la sauvegarde de l'environnement, donne sa part dans le fait de pouvoir avoir un impact social au niveau de la jeunesse et également donne sa part en faisant preuve d'exemplarité en termes de gouvernance. Donc pour moi, ça, ce sont des fondamentaux qui aujourd'hui sont des standards internationaux. Et après, il y a des éléments qu'on peut rajouter en fonction du contexte. Merci beaucoup, effectivement. Je pense effectivement que les critères ESG aujourd'hui font consensus effectivement auprès de la communauté internationale. Je pense qu'ils donnent effectivement une vision peut-être pour effectivement un management responsable. Euh, la parole est à vous, El Rally Shell. Vous pouvez activer votre micro. Voilà, activez votre micro. El Rally Shell. Vous avez levé la main. Voilà, je vous demande d'activer votre micro. Je pense qu'au niveau du chat, on voit déjà la question, l'intelligence artificielle présente-t-elle des risques pour le monde et comment pouvons-nous en bénéficier sans perte? D'accord. Sur ça présentait des risques, oui, tout à fait. Oui, alors on a parlé hein, de quatre éléments dans la partie, on va dire, défi. On a parlé un peu de l'aspect éthique dont on vient de parler à travers le fait de pouvoir réguler un peu qu'est-ce qu'on permet à la machine de faire. On a parlé également du risque de la cybersécurité, qui est aujourd'hui un risque réel, où les machines peuvent également faire du mal, comme elles peuvent faire du bien. On a également parlé de l'importance de la coopération internationale. Donc là, on le voit au niveau des critères ESG. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, bon, il y a encore un besoin de régulation entre les différents pays. Hein, et je pense que ce sont des choses qui sont basées sur l'expérience de ce qui a été vécu déjà. Ouais. Maintenant, on se projette, on a une nouvelle technologie qui émerge, qui prend de la maturité tous les 6 mois. Et je pense qu'on va encore faire face à de nouvelles expériences qui vont nécessiter que l'on adapte un peu la réponse à tout cela. C'est un peu comme l'Internet. Hein. Lorsque l'Internet a été lancé, il y avait une grande euphorie. Et au fil des années, les États ont jugé nécessaire justement de mettre en place un certain nombre de lois et de régulations. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ce sera pareil. Merci beaucoup. Je pense que c'est une réponse synthétique. Alors, en fait, j'ai reçu une question sur qui est en rapport avec les programmes de formation. Il y a une question sur les certifications. Est-ce qu'il y a des certifications spécifiques qui peuvent aider les étudiants, surtout en management, en sciences de gestion, en sciences économiques, des certifications spécifiques qui peuvent favoriser l'employabilité justement des étudiants et voilà, des gens sur le marché du travail. Alors, en termes de certification, je pense que c'est pas encore lié à l'IA parce qu'on est vraiment, encore une fois, dans une technologie qui en est à ses premiers balbutiements de maturité. C'est un terme assez fort, mais c'est comme ça que je disais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit bien qu'il va falloir très rapidement être en mesure de définir des modèles de langage qui vont être utiles dans différentes industries. Et justement, à terme, je pense que cette compétence de pouvoir comprendre une industrie et pouvoir former des modèles pour répondre aux besoins de l'industrie, ce sera une compétence très prisée. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est data labeler, data trader, des personnes qui sont en mesure de former ça. Maintenant, de façon plus générale, en termes de transformation digitale, aujourd'hui, la plupart des entreprises font appel à des expertises sur des gros produits, Oracle,
Salesforce et beaucoup d'autres Pega et SAP, etc. Donc, tous ces grands éditeurs-là offrent des cursus de certification sur leurs produits. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu par le marché. Lorsqu'un étudiant a la certification sur un produit qui est utilisé à grande échelle dans une entreprise, qui est utilisé sur un marché, forcément, ça augmente son employabilité parce qu'aujourd'hui, il y a un manque criant de ressources certifiées. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, je les encourage vraiment à prendre le temps de s'informer sur le domaine dans lequel ils veulent faire carrière et de voir quels sont les types de certifications qu'ils peuvent préparer et passer. Parce que ça, forcément, aujourd'hui, c'est un critère différenciant entre deux candidats, un candidat certifié. Après, il y a des certifications qui sont plus liées à la méthodologie. Donc, que ce soit au niveau du Scrum, donc, tout ce qui est gestion de projet, que ce soit au niveau de la gouvernance globale, de SAFe, que ce soit du Six Sigma, Lean Sigma. Donc, vous avez un certain nombre de méthodologies qui ont été avérées, qui montrent aussi, qui crédibilisent le profil d'un candidat lorsqu'il prend le temps de les passer. Et il y a de plus en plus d'enseignements de formation qui intègrent des cursus de formation, soit produits, soit méthodos, dans leur offre de formation. Donc, les étudiants en master vont, par exemple, finir leur master. En marge du master, ils vont passer une certification, je ne sais pas, sur du Six Sigma, ou bien Prince 2, ou bien Scrum. Et donc, ça permet à l'étudiant de pouvoir se présenter avec, d'une part, une formation initiale de master, mais en plus, une formation professionnelle reconnue sur le marché. Et donc, forcément, ça va augmenter son employabilité. Alors, vous êtes en mute, je crois. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup pour cette, en fait, pour cette réponse. Euh, en fait, je m'interroge sur comment en fait les programmes de formation peuvent-ils en fait rester à jour. Est-ce qu'il est nécessaire en fait d'inclure des modules de veille technologique ou d'apprentissage continu pour former en fait des futurs managers capables d'évoluer avec les nouvelles avancées. Donc aujourd'hui, en fait, les différents programmes de formation, comment peuvent-ils rester à jour, notamment face à la question de l'IA? Alors, pour être franc, je pense qu'encore une fois, lorsqu'on parle de la question de l'IA en tant que telle, on en est encore aux premières phases et je m'attends à ce que dans les prochaines années, la plupart des établissements de formation privés ou publics intègrent des cursus beaucoup plus spécifiques avec un aspect pratique au niveau de l'IA. Mais ça, c'est en cours. De façon beaucoup plus générale, et lorsqu'on fait référence au cursus d'école d'ingénieur ou de master, euh, il faut vraiment être en permanence en veille technologique sur les technologies du numérique. D'accord. Parce que ce sont des technologies qui évoluent de façon très accélérée. En 2, 3 ans, de nouvelles choses sortent et vous verrez que dans les écoles d'ingénieurs en informatique, quasiment chaque année, les programmes sont mis à jour parce qu'il y a des compétences qui sont de plus en plus recherchées sur le marché. J'ai parlé tout à l'heure de la cybersécurité. C'est aujourd'hui un domaine où il y a un manque criant de ressources sur le marché. Et donc aujourd'hui, de plus en plus d'écoles d'ingénieurs intègrent des cursus de cybersécurité pour pouvoir permettre. Donc l'IA, la cybersécurité, le design thinking, tout ça, ce sont en réalité des compétences qui sont nécessaires à la transformation digitale de la société. On a besoin d'experts, de spécialistes dans différents domaines. Mais les domaines, on va dire, les plus cruciaux et les plus importants aujourd'hui, donc, ils sont dans la capacité à pouvoir modéliser des besoins et les transformer en applications. Euh, on parle beaucoup d'informatique, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et ça, je le dis à voix haute, c'est que plus on va avancer,
et moins on aura besoin de compétences de codeur informatique. Parce que la machine va pouvoir faire le code. Coder. D'accord? Tout à fait. Ouais. On va avoir besoin de personnes qui comprennent la machine, mais qui arrivent à concevoir la meilleure expérience utilisateur et demander à la machine de la produire. Ouais. Il y a une différence entre ce qu'on faisait. Alors moi, je suis issu d'une formation initiale en informatique, donc on faisait beaucoup de code à l'époque, hein. On passait des nuits, des journées à créer des lignes de code pour que la machine fasse telle ou telle chose, parfois des programmes très basiques. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va juste écrire ce que l'on souhaite que la machine fasse en langage naturel, en français, en arabe, en allemand, en espagnol. La machine va analyser les langages naturels, va comprendre les grandes lignes, un peu comme on fait avec ChatGPT, et va derrière générer tout le code nécessaire pour avoir l'application avec l'écran, avec les différents champs, avec les différentes validations. Donc c'est vraiment révolutionnaire. Donc le métier, par exemple, de développeur informatique qu'on avait il y a une vingtaine d'années, quand moi j'ai commencé ma carrière, c'est un métier qui est appelé à disparaître. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on va laisser le développement d'applications à des personnes qui ne maîtrisent pas la technologie, mais il faut des profils relativement hybrides. Donc, des personnes qui arrivent à s'approprier euh, la compréhension du besoin dans un domaine, dans une industrie donnée, mais en même temps qui comprennent le fonctionnement de la machine et pouvoir justement dire à la machine ce qu'il faut faire, ajuster, tester, avoir les retours des utilisateurs, adapter, etc. Donc, il y a vraiment une évolution au niveau vraiment du cycle de développement des applications et on verra que ce sera beaucoup plus rapide. On va pouvoir lancer des applications beaucoup plus rapidement grâce à la machine. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas, en fait, auprès de l'assistance, c'est qu'en fait, est-ce qu'il y a je dirais, d'autres questions? En fait, sinon, j'aurais en fait voilà, je vais clôturer donc cette rencontre. Euh, voilà, peut-être, j'aurais en fait, peut-être, je vais faire en fait une petite synthèse rapide, un peu de ce qu'on a pu voilà, discuter lors de cet échange. Donc nous avons en fait exploré de nombreux aspects, de nombreuses thématiques et de nombreux aspects essentiels, enrichis donc par cette intervention inspirante de notre conférencier, M. Djibril, que je remercie chaleureusement pour son expertise et surtout sa générosité dans le partage de connaissances. Donc, nous avons en fait pu constater à travers en fait cet aperçu sur l'IA l'ampleur de la transformation digitale impulsée par l'intelligence artificielle et son potentiel considérable dans des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture, les services financiers, l'énergie et bien d'autres secteurs. Donc, M. Gibril donc, a présenté des exemples concrets. Donc, nous avons vu comment l'IA permet d'abord d'optimiser les processus, de gagner en efficacité et comment en fait elle est susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives d'innovation qui stimulent la compétitivité des entreprises et la croissance économique. Nous avons également discuté à travers cette intervention les défis de l'IA. Hein. Donc, parmi les points saillants de notre débat, donc, il y a les questions de la régulation, les considérations éthiques et les impacts potentiels donc, sur l'emploi. Donc, il est clair que pour exploiter donc, pleinement les avantages donc, de l'IA, une collaboration étroite entre secteur privé, secteur public est fondamentale. Donc un engagement fort dans la formation des compétences
s'avère un enjeu crucial, un enjeu fondamental dans les années à venir. Donc la préparation donc, des futurs managers et la sensibilisation des dirigeants sont des éléments fondamentaux pour accompagner cette transformation et cette révolution technologique. Donc, en ce sens, cette conférence a souligné donc l'importance de préparer les générations futures à intégrer et à piloter les projets IA avec méthodologie, avec discernement, avec une maîtrise des process opérationnels et surtout avec responsabilité. Donc cela nous invite donc à revoir nos programmes de formation. Ça m'interpelle moi personnellement en tant que enseignant-chercheur. Donc ça invite donc à réviser, à revoir nos programmes de formation et surtout à encourager la formation continue pour que chacun dans son domaine puisse s'adapter à ces nouvelles technologies et en comprendre les implications. Donc, encore une fois, donc, je tiens en fait à remercier donc, chaleureusement notre conférencier, M. Djibril, pour son analyse très fine, pour ses témoignages, pour les éléments apportés, pour éclairer la meilleure façon d'aborder ces technologies dans les organisations et dans la société. Donc, merci beaucoup pour ce partage généreux. Merci également à tous les participants pour votre attention, pour votre présence et votre participation. Voilà, à travers donc, cette conférence, nous avons pu en fait pu approfondir et contribuer à faire avancer la réflexion sur l'intelligence artificielle. Et voilà, donc j'espère en fait qu'il y aura une suite en fait justement à cette conférence, peut-être un peu avec un autre auditoire et d'autres publics cibles. Donc merci beaucoup Monsieur Djibril, merci à tous. Merci beaucoup, Et monsieur. je dirais donc j'espère que Monsieur Djibril vous recevoir prochainement un peu dans une autre voilà, dans une autre conférence, peut-être sur un sujet un peu plus pointu, plus précis, mais toujours en relation, en rapport avec l'IA. Nous, personnellement, il y a des discussions entre chercheurs, enseignants sur justement la question de l'IA en matière de processus de recrutement et de gestion des ressources humaines, la question de discrimination, de sélection, de subjectivité ou d'objectivité. Donc, il y a des questions qui nous animent en tant que chercheurs en sciences de gestion et en tant que voilà, enseignant. Merci beaucoup pour ce partage. Peut-être un peu, je vous laisse peut-être la parole pour un dernier mot, peut-être pour clôturer aussi. Je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je pense que c'est un sujet qui me passionne, dans lequel je travaille quasiment au quotidien. C'est un sujet qui est très important pour les sociétés. C'est un sujet qui doit nous interpeller en tant qu'Africains. J'aimerais bien voir plus d'États africains prendre ce sujet à bras le corps en investissant dans la formation, en essayant également de donner aux entreprises les moyens de pouvoir justement innover autour de l'IA. Donc, je pense que le potentiel est là, mais il faut vraiment qu'il y ait des éléments moteurs comme vous, vos institutions, pour pouvoir justement inspirer une nouvelle génération de leaders qui vont justement prendre à bras le corps tous ces défis contemporains et en particulier le défi de la transformation digitale et le défi de l'intelligence artificielle. Donc merci beaucoup pour l'invitation et puis au plaisir de partager une prochaine fois sur un autre sujet. Merci beaucoup, Monsieur Djibril. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Et donc, voilà, on se dit à très bientôt pour une À autre bientôt. conférence. Merci, Merci au beaucoup. revoir. Au revoir.